Porte d'entrée de la vallée de la Drôme, la ville de Crest est célèbre pour sa tour médiévale. Culminante à 52 mètres, c'est le plus haut donjon de France. Symbole de l'histoire du pays, la tour de Crest a servi de prison pour les Huguenots à l'époque des guerres de religion. Pour monter à la tour, un escalier taillé dans la roche. C'est un grand escalier du 12e, 125 marches, dont 95 taillées directement dans la crête calcaire. Il faut savoir que Crest a été construit sur une crête calcaire, de là son nom. La main courante est également taillée directement dans la masse. Johannes Melsen, passionné par l'histoire des Huguenots de la Drôme, nous emmène découvrir celle que l'on surnomme la Bastille du Sud. Ici, s'est déroulée pendant un siècle l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la région. Tout commence à la fin du XVIe siècle. Après le développement de la Réforme en France, l'édit de Nantes accorde en 1598 le droit de culte aux protestants. Mais un siècle plus tard, Louis XIV révoque cet édit de tolérance. Et c'est le début des persécutions contre les Huguenots. Les protestants n'avaient plus le droit à rien et n'avaient qu'à abjurer, devenir catholiques. Ceux qui n'avaient pas envie de ça, ben ils sont partis. Et on parle d'une fourchette entre 200 000 et 300 000 personnes pour la France entière qui sont parties, et entre 25 et 30 000 pour le Dauphiné, la région dont on parle ici. Ceux qui partent, ou ceux qui continuent à pratiquer leur culte, risquent la mort ou l'envoi aux galères. Un certain nombre d'entre eux sont détenus ici, dans la tour de Crest, dans l'attente de leur jugement. Les murs du donjon ont gardé des traces du passage de ces prisonniers. Comme ces graffitis, rappelant les persécutions infligées par les soldats du roi. Ou encore les noms de famille des protestants incarcérés. Pour commémorer cette histoire, un sentier de randonnée a été créé il y a 5 ans. Il suit le chemin d'exil emprunté au XVIIe siècle par les Huguenots du Dauphiné, en fuite vers l'Allemagne ou la Suisse. Ce sentier démarre ici, au Poitou-Laval, en Drôme provençale. Perchée sur son promontoire, la cité fortifiée est acquise à la Réforme au XVIe siècle. À cette époque, elle est un des hauts lieux du protestantisme drômois. Johannes Melsen s'occupe de la partie française du sentier. Au cœur de l'ancien bourg médiéval, il nous conduit dans l'un des rares temples de cette période à avoir échappé à la destruction. Après la révocation de l'édit de Nantes, la plupart des édifices protestants sont démontés par les soldats de Louis XIV. Celui-ci est épargné car c'était aussi la maison commune du village. Comme la plupart des temples protestants, il est conçu pour que l'assemblée soit répartie en demi-cercle autour de la chaire. Partout règne une très grande simplicité. C'était la base même de cette nouvelle approche du protestantisme, de rester sur une sobriété et de quitter toute cette richesse et toutes ces fioritures qui appartenaient au pape, qui appartenaient à Avignon. Donc du coup, la chose la plus sobre était la seule qui pouvait se faire, qui pourrait être envisagée. Dans le temple, des objets rappellent la période dite du désert, en référence à la traversée du désert des Hébreux.
À cette époque, les offices doivent se tenir clandestinement, à l'écart des villes. Ça se pratique la nuit. Un nombre de choses sont importantes. On sait que les petites bibles, qu'on appelle les bibles de chignon, parce que les dames les cachaient dans leur chignon, et ça permettait de l'avoir avec soi sans courir trop de risques d'être pris par les autorités. Après, les coupes, là aussi, on la décortique en 3 morceaux et 3 personnes différentes amènent la coupe sur le lieu du culte au désert. Comme c'est la nuit, des petites lampes permettent de voir sans être vu. Le bourg fortifié du Poët-Laval s'est développé autour de sa commanderie, construite par les moines hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, il compte une vingtaine de résidents qui fait vivre la mémoire du lieu. Vous avez un donjon qui date du fin 12e, début 13e, ainsi que la chapelle qui est devant vous, qui date de cette époque. Et au XVIe siècle, on a construit un corps de logis. On a la chapelle qui est dédiée à Saint-Jean. Donc en fait, cette chapelle, je dirais que le toit s'est affaissé dans les années 30. C'est un lieu un petit peu magique pour nous et on a pris le parti de la laisser telle qu'elle. C'est-à-dire que de ne pas avoir reconstruit le toit, ça lui donne une certaine allure. Alors vous avez une porte au-dessus qui était la porte d'accès du commandeur. Et en cas de danger, il pouvait rapidement retourner à l'intérieur des remparts. L'ancienne commanderie a été restaurée en 1996. Au sommet, un lieu insolite, resté inchangé depuis le XVIe siècle. Là, ici, c'est un des plus beaux pigeonniers de Provence. Je dirais même le plus beau. Et ici, vous êtes l'ordre de 800 niches à pigeons. 800 pigeons, c'est aussi de la fiente de pigeons. Et c'était le seul engrais de l'époque. Et on sait qu'avec 800 pigeons, j'ai calculé à peu près ce que ça nourrissait comme surface de terre cultivable. Ça nourrit pratiquement 300 hectares. Donc on suppose que les hospitaliers possédaient 300 hectares. Donc ça mesurait aussi la richesse des hospitaliers. Après plusieurs siècles d'un lent déclin, le vieux bourg tombe en ruine. Il a été peu à peu rebâti dans les années 60 à l'initiative d'habitants passionnés. Aujourd'hui, il fait partie des 100 plus beaux villages de France. Ce qui m'a plu dans ce village, c'est dans un minéral très très présent, dans un minéral très très restauré, qu'il y a toujours des petits coins de désordre et que le végétal est très là. Et la pierre pas forcément empilée dans les règles du jeu, parce que sinon on se retrouverait dans un village musée. Ici, dans ce village, il y a un musée et puis il y a le village. Et ce village, il vit. Il vit sur un nombre d'habitants dans le vieux village réduit, mais il vit vraiment. Après le Poët-Laval, le sentier des Huguenots passe par la région de Bourdeaux, toujours en Drôme provençal. Un autre des hauts lieux du protestantisme drômois. Ce matin, des habitants de la région ont décidé de randonner sur ce chemin avec des ânes. C'est Marguerite ? À la tête de la petite troupe, Edith Morin. Cette accompagnatrice en montagne s'est passionnée pour l'histoire des Huguenots, qu'elle transmet maintenant aux randonneurs marchant sur les pas de ces exilés. On peut imaginer tout à fait que les protestants en exil se déplacent exactement comme nous, sauf qu'il ne fallait pas qu'ils soient vus. Donc on peut tout à fait imaginer qu'ils se déplacent de nuit et qu'ils aient juste un baluchon et leur bâton de pèlerin, évidemment. On va les attacher. On va attacher les ânes, ouais. Premier arrêt au Bois de Vache. Ici se tenaient des cultes au désert. Ces offices clandestins pouvaient réunir jusqu'à plusieurs centaines de personnes. C'est là où la prêche était faite, où les prédicants se tenaient. Et quand on est ici, c'est quand même grandiose, quoi. C'est grandiose. Ajoutez à ça, si vous vous mettez dans la peau d'un protestant qui vient là, c'est secret, c'est nuit.
Et au fond, une seule voix qui porte et qui va jusqu'aux oreilles des ânes et des huguenots. On a l'impression que c'est presque un temple fait par la nature, sans qu'il y ait eu la main de l'homme. Fait pour ça. Ouais, fait pour ça. Moi, je trouve hyper émouvant ce sentiment un peu collectif de se retrouver cachés ensemble. Ça doit ouf. Oui, j'ai un peu l'impression, moi, quand je suis dans des endroits comme ça, de mettre mes petits pieds dans ceux des grands, quoi. Tu vois, On est sur les pas. ouais, des sur les huguenots. pas. C'est ça, ouais. c'est exactement ça. Le sentier des Huguenots relie la Drôme au nord de l'Allemagne, en passant par la Suisse. Un parcours de 1800 km de long. Il sent qu'il y a un chocolat là qui l'attend pour lui, c'est son dessert. Il y a là, il y a là. L'occasion de profiter du panorama en marchant sur les sentiers de colporteurs, les anciennes voies romaines ou les chemins de transhumance. Des paysages où se lisent les traces de l'histoire protestante. Quand on regarde le paysage, on voit que c'est plissé dans tous les sens. On est là dans un paysage tourmenté, tortueux, où il est facile d'aller se cacher, de trouver des endroits suffisamment isolés. Et on peut tout à fait comprendre que la Réforme, elle a fait son nid ici grâce à ce terrain, cette géologie qui l'a favorisé. Nouvel arrêt au château Saint-André. Construit à la fin du XVe siècle, il appartenait à un seigneur protestant. Au début des guerres de religion, Calvin fait étape ici. Calvin, il est venu en 1562-63. Calvin qui était le porteur des idées de la Réforme, des idées protestantes. Il venait ici pour calmer les esprits entre les protestants et les catholiques. Déjà beaucoup de morts et c'était quand même assez sanglant. Et il aurait célébré la scène à l'intérieur du château. La randonnée se termine au village de Bourdeau. Au sommet, les ruines de ces deux châteaux datant du XIVe siècle. À leurs pieds, la Viale, le quartier médiéval, avec ses petites ruelles en pierre. On va essayer de passer inaperçu. S'il ne brille pas, c'est gagné. Belle fête! C'est Oscar, bah plus Voilà. Oscar. Hein. Magnifique. Il y en a même un qui m'a demandé d'accompagner la mariée jusqu'à l'église. Allez. Bourdeau est un ancien village protestant au XVIe siècle. 300 familles vivaient ici et sur les 300 familles à peu près, 3 à 4 seulement étaient catholiques, comme beaucoup de villages dans le coin. Ce que j'aime dans ce village, c'est ces petites rues, tout est encore presque en état. On ne voit pas que ça a été tout rénové, ça reste encore accessible à tout le monde et c'est très peu connu. À la révocation de l'édit de Nantes, une partie des protestants de Bourdeau quitte le village. Ça et là subsistent encore des témoignages de leur présence, comme cette maison, qui appartenait à un seigneur protestant de la région. C'est l'histoire des gens et c'est intemporel. On a presque tous dans sa famille quelqu'un qui est arrivé ici à la suite d'un exil. Hein. C'est le cas chez moi, donc c'est pas forcément pour des raisons religieuses, mais c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup. Hein. D'être obligé de partir, de s'adapter à autre chose. Enfin bon, c'est l'histoire humaine profonde, vraiment. Voilà, on est en haut du village ou quasiment en haut, avec une vraiment chouette vue. Magnifique. Toujours les Trois Becs, le Veillou là-bas, Couspeau, toute la chaîne de Couspeau et même Angèle qui sort, Nielandre, et le village, l'ensemble du village de Bourdeau. Je trouve que c'est vrai que le paysage est vraiment grandiose, quoi. C'est vraiment magnifique.
Ça allie cette rudesse, le côté un peu caillou, puis le côté où on voit bien la marque de l'homme, des champs, des cultures. C'est paisible, hein, comme ça. Ouais. C'était donc La Drôme entre Vercors et Provence, un film signé Myriam Eladad. Depuis le tournage, le parc des Baronnies a été officiellement classé 51e parc naturel régional de France. C'est une belle récompense pour tous ceux qui se battent pour protéger la faune et la flore et valoriser ainsi les produits locaux. Le sentier sur les pas des Huguenots a été homologué itinéraire de grande randonnée. Enfin, au château de Grignan, l'espace Marie-Fontaine a été ouvert au public en octobre dernier. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Vous pouvez également suivre notre actualité sur Facebook et Twitter. Je vous laisse avec toute l'équipe du Grand Soir 3. Excellente soirée à vous. Bonsoir et à bientôt.